Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, l'Europe. On va en parler de plus en plus au fil des mois avec ces élections européennes en juin prochain. Mais pour l'heure, on la visite grâce à un ouvrage documentaire aussi instructif que chatoyant. Il est signé Édouard Flimelin, il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche avec Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire et programme d'histoire. Nous sommes un 11 septembre, date qui est entrée dans l'histoire quasiment du jour au lendemain, c'était il y a 22 ans. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, rugby au menu en cette saison de Coupe du Monde, mais rugby scolaire. Et puis enfin, dans le cours particulier de Marie-Olivier, une direction le Zimbabwe et un projet pour que les filles puissent se rendre à l'école plus sereinement. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Il y a plusieurs Europes. Il y a l'Europe politique, incarnée par des institutions et à laquelle on reproche régulièrement d'être trop éloignée des citoyens. Il y a l'Europe de la culture et du quotidien. Et puis, il y a l'Europe espace commun, morceau de planète à préserver. Et c'est dans ces deux dernières Europes qu'Édouard Flimelin propose aux enfants de voyager dans un livre intitulé « À la découverte de l'Europe », le carnet de voyage d'ETA. Il vient de sortir chez Gallimard Jeunesse, c'est dans la collection Giboulé, un livre pour les années collège, mais on peut commencer dès le CM2 et surtout continuer bien après. Édouard, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la fois journaliste et chercheur en relations internationales. J'ai dit votre nom de famille un peu rapidement, mais il s'est inscrit sur l'écran. Flimelin, quand on connaît un peu l'histoire de l'Europe, c'est un nom qui n'est pas neutre. Vous avez un grand-père auquel vous dédiez d'ailleurs le bouquin. C'est pas Flimelin, mais c'est Flimelin. Flimelin. 3 consonnes. Zdamned, mais oui, Flimelin. C'est un nom d'origine alsacienne qui veut dire petite prune, selon les origines. Et c'est un nom qui vient du sud de l'Alsace, donc proche de la Suisse et de l'Allemagne. Donc vous voyez, c'est déjà un nom assez européen. Mon grand-père, effectivement, Pierre Flimelin, était un grand homme politique de la 4e République. Mais vous aussi, vous le dites vite, Flimelin, pour pas que ça on entende. Vous me reprenez, mais... Voilà, c'est ça. Donc, Pierre Flimelin ou Flimelin, voilà, selon ce qu'on souhaite. Il était donc un grand homme de la 4e République et qui a été notamment maire de Strasbourg, président du Parlement européen, député européen. C'est surtout ça. Voilà. Juste après, c'était après Simone Veil, c'est ça? Après Simone Veil, effectivement, voilà. Entre 84 et 86. Homme de conviction qui, d'ailleurs, quitte... au début des années 60, vous allez m'aider, le gouvernement du général de Gaulle, sur la question européenne déjà. En fait, il était ministre de la coopération. Et donc en 62, de Gaulle fait le fameux discours dit du Volapük, où il critique l'Europe intégrée, donc l'Europe communautaire, voilà, telle qu'on la souhaiterait. Moi, je la souhaiterais en tout cas. Et le Volapük est un mot qu'il invente. Un mot qu'il invente. De Gaulle pour dire... Une sorte de langage commun européen. Voilà. Le Volapük. Très méprisant en réalité. Ouais. Et mon grand-père, qui était un homme de conviction, l'éthique de conviction en politique, ça, il connaissait fort, et il a démissionné. Ouais, il faut quand même avoir le cœur bien accroché pour quitter le gouvernement du général de Gaulle. Vous avez d'ailleurs fait un livre d'entretien avec lui, dont je redonnerai le titre tout à l'heure. On va ouvrir celui-ci maintenant de livre. Il vous en parlait d'ailleurs de l'Europe, votre grand-père? Très souvent. Mais très souvent. D'ailleurs, le livre dont vous parlez, Les choix d'une vie, est un ouvrage d'entretien que j'ai commencé dès les années 80. Alors, à l'époque, c'était sur cassette, et puis ensuite, ça a été sur d'autres supports audio. Et c'est un livre d'entretien, donc il m'a énormément parlé de sa carrière politique, effectivement nationale, et puis effectivement européenne, ses convictions. Et à la fin, il finissait son livre en disant « Je souhaiterais passer le flambeau européen aux jeunes générations. » Voilà, donc, vous remplissez le... J'espère en partie, mais il s'adressait... Est-ce que vous disiez de voyager? Parce que c'est un livre de voyage, on visite les 27 pays de l'Union, pas après, parce qu'il vous dit va voir, rencontre les gens. Écoutez, lui oui, tout à fait, mais lui c'était vraiment un homme de grande culture. Je vous dis, il venait du sud de l'Alsace, il parlait plusieurs dialectes alsaciens, deux dialectes, il parlait couramment allemand, donc il intervenait régulièrement en Allemagne à des conférences, mais donc c'était assez incroyable. Donc c'était lui un homme naturellement porté vers l'international et vers évidemment la relation franco-allemande qui était à la base de la Renaissance européenne. Un mot sur la structure du livre. La devise de l'Union européenne, c'est « unis dans la diversité ». C'est exactement ce que vous essayez de montrer, c'est-à-dire à la fois la diversité, on va de pays en pays, et les différences. Exactement, c'est un livre qui veut inciter à visiter ces 27 États de l'Union européenne qui ont chacun leurs particularités, mais qui forment un tout commun, notre patrimoine commun, culturel, historique, gastronomique, enfin... Et environnemental, parce que le fil conducteur, c'est un ornithologue. Et alors, on en apprend, je ne vais pas noter tous les noms, entre les gypaètes divers et variés et autres hérons cendrés, mais vous avez ce souci de dire on vit dans un espace commun qu'il faut protéger en commun. Et ça, s'il y a vraiment quelque chose qu'on retrouve dans l'ensemble du bouquin, c'est ça. C'est ça, effectivement.
effectivement, cette dimension européenne est très importante. D'ailleurs, il y a à chaque fois, dans chaque chapitre qui font 4 pages, un encadré qui s'appelle Le Coin Vert, où là, on met en évidence les réalisations vertes de chaque pays européen. Et l'ouvrage a pour point de départ donc la ville de Nantes, qui a été capitale européenne verte en 2013. C'était la première ville française capitale européenne verte en Europe et en France. Et donc, voilà, on part de cette ville très, très tournée vers l'environnement pour mener ce cheminement environnemental et culturel à travers toute l'Europe. Et alors, on part à pied, à cheval et en bateau. Bon, je rigole, pas à cheval, mais en train beaucoup. Voilà. Une seule étape en avion pour survoler 2 pays qui ne font pas partie de l'Union. Voilà, effectivement, mais ça, il y a quelques contraintes. On essaie de limiter les vols en avion, mais il y a ces contraintes minimales. Voilà, il faut passer au-dessus de la Serbie. Voilà. Des spécialités culinaires aussi sont très présentes, quasiment dans chaque étape. On sent que... un livre pour les enfants, genre quand est-ce qu'on mange, on ouvre le frigo, est-ce que c'est rempli j'ai eu l'impression, l'idée de montrer que c'est l'anticulture fast-food, l'Europe. C'est-à-dire que chaque pays a vraiment ses singularités. Il y a de la street food, pour le coup, on peut se restaurer rapidement, mais c'est pas standardisé. C'est ça, mais effectivement, par exemple, en Hongrie, c'est le fameux goulash, qui a agrémenté de paprika. Il peut y avoir le kebab en Allemagne, qui ne vient pas de Turquie, comme on pourrait le penser, mais qui vient effectivement d'Allemagne dans les années 70, etc. Chaque pays, il y a l'équivalent des pancakes dans les pays baltes, pankukas. Vous voyez, les noms sont très proches, c'est assez original, donc des sortes de crêpes. Donc c'est très intéressant. Et on voit comment ça voyage de proche en proche. Édouard Flimelin, et pardon encore d'avoir écorché votre nom au début, est l'auteur de plus de 10 livres en relations internationales, notamment sur l'histoire de la défense japonaise, l'économie, la politique, et ce fameux Les choix d'une vie, entretien avec Édouard Flimelin. Que vous avez, entretien avec Pierre Flimelin. Avec Pierre, pardon. Mais avec Carole Montmarché, voulais-je dire, qui publie chez Gallimard Jeunesse à la découverte de l'Europe, collection Gibolet. On se retrouve juste après l'Anti-Sèche. Il y a 22 ans, jour pour jour, le 11 septembre 2001, 4 attentats suicides faisaient près de 3000 morts aux États-Unis. Cécile Fournier, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans La Quotidienne. Merci. Nos plus fidèles téléspectatrices et téléspectateurs vous connaissent. Vous aviez fait une incursion l'année dernière. On va avoir le plaisir de vous retrouver une semaine sur 2. Welcome. Et notamment pour ces anti-sèches, cette façon dont l'actualité résonne dans l'histoire. Et donc, le 11 septembre, des attaques qui ont marqué. Vous commencez avec une date qui est rentrée dans les manuels d'histoire le jour où l'événement s'est produit. On se souvient toujours de ce qu'on faisait ce jour-là, d'ailleurs. Ouais. C'est rentré dans l'histoire, mais surtout, on va revenir vite fait sur les événements. On s'en souvient, vous l'avez dit, le 11 septembre 2001, on est un mardi, c'est le matin. Les Américains se pressent pour aller au bureau. Ils commencent très tôt leur journée, les Américains, pour aller au bureau dans le quartier de Manhattan, dans les World Trade Center, les tours jumelles. Tours jumelles qui font 110 étages. Et puis, voilà, il est 8h46, un premier Boeing qui sera détourné de Boston s'écrase dans la tour nord. On pense d'abord à un accident, et puis un quart d'heure plus tard, un deuxième Boeing, lui aussi détourné depuis Boston, va s'écraser dans la tour sud. Évidemment, on parle très vite d'attentat à ce moment-là. Et ça se confirme très rapidement parce qu'on constate que 2 autres avions ont été détournés. Oui, il y en a un qui va s'écraser à Washington, dans le Pentagone, qui abrite, je le rappelle, le département de la Défense, et un autre à Pittsburgh, qui lui devait aussi arriver à Washington, enfin s'écraser à Washington, mais qui va s'écraser avant de pouvoir atteindre son objectif, heureusement. Quelques heures de stupéfaction, de sidération absolue, et très vite, le réseau terroriste Al-Qaïda est soupçonné d'être derrière ces attentats. Oui, puis à juste titre, parce que Ben Laden avait déjà, le chef du réseau, je le précisais, avait par le passé déjà publié des menaces contre l'Amérique et ses alliés, notamment parce que les États-Unis soutenaient Israël dans sa guerre contre le Liban et dans son occupation du Pakistan. Et on se rend compte très vite, on se remémore que ce n'est pas la première fois que le World Trade Center est la cible d'un attentat et d'un attentat d'Al-Qaïda. Oui, alors pas de cette ampleur, parce que c'était le 26 février 1993, un attentat donc, a eu lieu dans les sous-sols du World Trade Center, qui avait fait 6 morts et quelques blessés. Mais évidemment, le 11 septembre 2001 reste l'attentat le plus meurtrier de toute l'histoire. Qui n'est évidemment pas sans conséquences, et de conséquences qui, elles aussi, rentrent dans les manuels d'histoire, puisque quelques jours après, le président Bush va déclarer la guerre au terrorisme. Oui. Il va même dire à cette fois qu'il annonce qu'elle se terminera qu'avec l'éradication de ce mal. Alors concrètement, ça se traduit comment ? Eh bien, en fait, par l'offensive des États-Unis contre l'Afghanistan en 2001, donc juste après. Cette offensive a un triple objectif. D'abord, retrouver Osama Ben Laden, détruire l'organisation Al-Qaïda qui possédait des bases dans le pays et renverser les talibans, parce que ces fondamentalistes islamistes, eux, soutiennent Al-Qaïda. Et les résultats sont finalement concluants.
bien qu'il faille un petit peu de temps pour... Oui, Ben Laden va être tué le 2 mai 2011 lors d'une opération militaire, et non pas en Afghanistan, mais donc au Pakistan. Avant cela, en 2003, les États-Unis ont déclaré la guerre en Irak, pensant que Ben Laden se cache là-bas. Quant à détruire l'organisation Al-Qaïda, deuxième objectif, ça va l'affaiblir, mais en fait, ça l'a jamais détruit. Elle est toujours là. Oui, puis... Et elle a de multiples avatars dans le monde entier, notamment en Afrique. Revendiquer l'attentat, notamment de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, donc ça n'a pas disparu. Et enfin, troisième objectif, renverser les talibans. Eh bien, en fait, les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan très récemment. C'était le 2 juillet 2021, on s'en souvient. Et puis le 15 août, donc à peine un mois et demi après, les talibans reprenaient le pays. Et on en parle de temps en temps dans School TV parce que ça a eu des conséquences terrifiantes sur la scolarisation, notamment des jeunes filles, aussi bien à l'école qu'à l'université. Le 11 septembre, comment est-il abordé aujourd'hui dans les écoles ou les lycées américains? Parce qu'en France, on le sait un peu. Oui, mais alors il y a une minute de silence en primaire. Parce qu'on pense qu'on ne peut pas en faire plus pour ne pas choquer les enfants. Ensuite, ils vont en parler dans les livres d'histoire vers 16 ans. Mais ils ne parlent pas de cette guerre contre le terrorisme. Ils évoquent la dernière année du lycée. D'accord. Faute de temps ou... On dit faute de temps pour pas choquer et surtout pour pas attiser une espèce de racisme qui pourrait naître de ces questions-là. D'accord. Et ça fonctionne? Qu'est-ce qu'ils savent des choses? On a des études oui, justement, il y a une étude effectivement de 2018 de l'université du Wisconsin qui a montré que sur 1000 enseignants, il y en avait quand même 130 qui n'avaient jamais mentionné cette question dans leur programme. D'accord. On ne peut pas dire que ce soit un sujet qui soit harcelé. Merci beaucoup. C'était une entrée dans l'histoire et dans cette chronique. Enfin, on va se retrouver pour un sujet plus léger pour la récréation. Oui, avec plaisir. On retourne à la découverte de l'Europe avec Édouard Flimelin. Et je le remonte, il est très beau. Je vais le feuilleter un tout petit peu. Regardez, c'est super vivant quand je vous dis que c'est chatoyant. Allez, on est tombé sur la République tchèque et la Slovaquie. Voilà, c'est tout le bouquin est comme ça. Plein de belles photos, des dessins, des illustrations. Un tas d'entrées, c'est chez Gallimard Jeunesse, chez Giboulet. Un livre qui regorge aussi d'anecdotes ou de faits amusants. Cécile, maintenant que vous êtes bien avec nous, un petit quiz, vous accepteriez? Oui, allez. C'est un quiz de bienvenue à partir du livre d'Édouard. Est-ce que vous connaissez l'origine du mot cravate? Non. Un pays européen, à vous? Alors, le croate, en fait, ça vient à l'origine du XVIIe siècle. C'est croate. Et voilà, c'est croate. Il y avait un régiment de cavaliers croates qui servait sous Louis XIII. Et il portait une espèce de fichu vestimentaire qui s'appelait croate. Okay. Et évidemment, ça pesait pas mal, mais en français, prononcer croate, c'est comme Flimelin, c'est pas évident. Donc, on l'a adapté en... Entre nous, David Henkoff, j'ai mon dossier aussi. Voilà, donc, croate, c'est quand même plus facile. Et évidemment, ça a connu ensuite une cravate, une énorme popularité, etc. Juste une petite parenthèse, en croate, le nom du pays Croatie se dit Hrvatska. Donc, c'est assez proche. Hrvatska. La et vous voyez, cravate. Et Croatie, c'est très différent. Évidemment, c'est une langue slave, donc on est parfois un peu perdus, nous, les Français. Et si le mot et surtout la pratique s'imposent, c'est parce que cette cravate, et j'ai appris dans votre livre, est très à la mode à la cour de Louis XIII. Oui. La première façon de construire l'Europe, ça a quand même été de faire des alliances avec des mariages, des traités de paix ou d'assistance mutuelle entre monarchies. C'est ça. La première Europe, elle est là, non? Mais alors, à cette époque, en fait, on est en pleine guerre de 30 ans. Donc on est effectivement, la France est alliée à un certain nombre de pays, comme par exemple la Suède, il y a même des alliances un peu contradictoires, pays catholiques et protestants ensemble, etc., contre d'autres pays catholiques. Bon bref, c'est assez compliqué. Donc c'est la guerre de 30 ans qui a vu des divisions énormes et qui s'est achevée en 1648 par le traité de Westphalie, qui effectivement organise le découpage national, en fait, plus national, je dirais, des différentes régions européennes. Mais finalement, il faudra attendre donc à peu près deux siècles, et finalement la construction avec Schuman, la déclaration Schuman, pour qu'on ait vraiment une construction européenne unifiée en Europe. Mais là, on est dans les années 50. Il y avait effectivement des alliances, mais beaucoup de divisions et de guerres. Et beaucoup de retournements d'alliances aussi. Le kebab, vous avez dit tout à l'heure qu'il était né en Allemagne, donc voilà, je ne pose pas la question ensuite parce qu'elle suit l'émission. À Berlin, c'est ça? À Berlin, c'est ça, tout à fait, effectivement. Dans les années 70, il s'inspirait effectivement de produits turcs. On pense à la Turquie, donc adapté effectivement au goût allemand. Voilà. L'Allemagne, qui est une terre d'immigration importante pour les Turcs. L'Europe, ça vous le racontez aussi dans le livre, c'est une terre de mouvement, d'échange et de migration. De toute façon, évidemment, il y a certains pays ont maintenant, alors je vais citer la Suisse, mais là c'est pas un pays de l'Union européenne, mais ils ont une population active qui représente à peu près 25% de la population totale. Un pays comme le Luxembourg, qui est voisin extrêmement riche pour comparer, c'est pareil, ils ont 20 ou 30% de population d'origine étrangère. En France, ça fluctue, le chiffre est polémique, mais c'est
au moins 10%, même si ça n'augmente pas forcément statistiquement avec les naturalisations, etc. Donc on est vraiment historiquement un espace de migration important. Et ça fait toujours débat, puisque la loi immigration est actuellement en cours de discussion avec toutes les batailles avec la droite sur les travailleurs. Tout à fait, oui. Régularisation des étrangers en situation régulière, mais qui ont un travail. Sur les métiers prioritaires, je cherche mes mots. Pardon, le village du Père Noël. Où se situe-t-il, le village du Père Noël, d'abord, Cécile? Excuse-moi, mais en fait, il n'existe pas, le Père Noël. On vous l'a déjà dit ou pas? Mais s'il existait, il serait en Laponie. Alors, c'est ça? Alors, il est effectivement en Laponie. Il est près de Rovaniemi. Donc, on n'est pas loin du cercle arctique. Et effectivement, ce village existe, il est visité. Et il y a un bureau de poste. Il y a un bureau de poste, on peut adresser des lettres. Moi-même, je n'en adresse pas encore, j'ai arrêté de le faire parce que voilà, j'ai un peu vieilli. Mes filles Moi, je continue à écrire et ça fait partie des 700 000 lettres. 700 000 lettres, voilà, par an, chaque année. de 198 pays. Exactement. C'est une façon de construire l'Europe. Je trouve ça intéressant aussi dans le livre où vous racontez, où vous rappelez dans tous les pays des héros qui appartiennent au patrimoine imaginaire de tous les enfants européens. Il y a Pinocchio, la petite sirène. C'est ça, exactement. Pinocchio, il est universellement connu. Le nez qui s'allonge, on comprend tout de suite à qui on fait référence. Voilà. Le Père Noël est devenu vraiment un personnage immensément La petite sirène. La petite sirène. Donc là, au Danemark, on peut parler de Danemark, qui effectivement a sa statue en bord de mer dans la capitale Copenhague, etc., etc. Enfin voilà. Et alors sans compter aussi les personnages plus de la culture littéraire, musicale, etc., qui sont aussi extrêmement connus. Allez, on va prendre une petite récré de quiz pour la bonne bouche. Lego, vous savez ce que ça veut dire? Non, je sais. Vous n'avez qu'à appeler le Père Noël qui n'existe pas pour vous aider. Lego. Alors, donc, Lego, en fait, si vous voulez, il y a un musée au Danemark qui est extrêmement important. Donc, Lego, c'est une marque universellement connue danoise. Et ils ont construit une véritable ville. Et cette ville, quand même, comporte 65 millions de petites briques. Ouf. Donc c'est quelque chose d'absolument considérable et c'est absolument fascinant. Et on parlait pour les enfants, cet imaginaire, c'est aussi un des éléments de l'imaginaire, cette construction de Lego, cette diversité et cette créativité incroyable. Et Lego, c'est un acronyme. Oui. Et c'est Legot. Oui, voilà. Alors, mais quel accent? Je vous laisse prononcer parce que moi c'est certifié. Legot. Qui veut dire joue bien en danois. Voilà. Quand on joue au Lego, ça veut dire joue bien. Joue bien au Lego, en fait, c'est un pléonasme. C'est joue bien ou joue bien. Tout à fait. Bon, bref, voilà. Allez, après ce quiz, on a tous bien mérité une petite récré, Cécile. Rebonjour. Vendredi dernier débutait la Coupe du Monde de rugby qui a lieu cette année en France, comme vous le savez forcément. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que vient de s'achever la Rugby Heritage Cup. Ah oui, complètement. Avec cet accent-là. Oui, en fait, c'est le premier tournoi mondial. Comment on dit? Non, mais c'est bien. Mais, okay. mais c'est très français quand même. Enfin, bon? C'est inventé par des Français, par une association. Je vais en parler. D'abord, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est le premier tournoi mondial de rugby scolaire mixte. Cette toute première édition, parce qu'il s'agit d'une première édition, s'est tenue du 2 au 7 septembre dans une commune de 1500 habitants appelée Pont-le-Voix, qui se trouve à côté de Tours. Dans le Loir-et-Cher. Donc il y avait plein d'écoles? Combien? Il y avait 24 écoles en lice, venues des 5 continents. Il y avait des équipes de Nouvelle-Zélande, Portugal, Australie, etc. Et évidemment la France, représentée par 7 équipes. Et en fait, c'est l'ancien sélectionneur du 15 de France, Daniel Dubroca, qui a donné le coup d'envoi de cet événement. Ok. Roulement de tambour. Qui a gagné? Je sais que vous avez envie de savoir. Ouais. Alors là, le grand gagnant, c'est l'équipe Maki de Madagascar, composée d'enfants défavorisés, soutenue par l'association Enfants de l'Oval, qui œuvre donc à Madagascar et dans 6 autres pays d'Afrique. D'accord. Deuxième, c'est les jeunes de Yona College, qui se trouvent en Australie, et sur le podium, Cocorico, une petite équipe française, celle du collège Nord-Isère. Ok, on les félicite. Toutes et, alors je dis toutes et tous, c'était mixte. Oui, mixte. En plus, il faut insister. L'essentiel, ceci dit, c'était pas de gagner, c'était vraiment surtout de participer. J'imagine que c'était un événement qui avait vocation à célébrer les valeurs du sport, du rugby, la solidarité, l'entraide. Tout à fait, voilà. Tout compris. En tout cas, ça a été conçu comme ça dans l'esprit de l'association qui a eu cette idée, ce qui s'appelle Héritage Pont-le-Voix. Donc du coup, c'est composé il y a eu des équipes qui étaient composées d'enfants en difficulté, notamment l'équipe indienne, qui venait de Calcutta, qui est sortie de la rue grâce à une ONG qui s'appelle Don Bosco Achalayam. Et cette
ONG a développé leur équipe de rugby avec l'équipe locale qui s'appelle Kelo, parce qu'ils pensent que le rugby, c'est un formidable vecteur de valeurs, de soutien, de solidarité, de confiance, de respect de l'autre. Et ça marche, puisque certains enfants qui ont été suivis par cette ONG, aujourd'hui, font partie de l'équipe nationale. Ah oui, quand même. Quand même. Extraordinaire. Est-ce qu'il y aura une deuxième édition, alors, en dehors de 100 Coupes du Monde en France? Bah oui, évidemment. Enfin, en tout cas, ils espèrent, parce qu'ils vont faire une deuxième édition au moment de la Coupe du Monde en Australie, qui aura lieu en 2027, en parallèle. Génial. Eh bien, en attendant, dès jeudi, prochain rendez-vous pour ce qui est du 15 de France, c'est l'Uruguay, au stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq. Et je signale que les hymnes sont interprétés en version originale par des jeunes de la maîtrise populaire de l'Opéra Comique. On avait reçu Sarah Connet, qui est la directrice musicale de l'Opéra Comique. Donc ça, c'est chouette aussi de voir des collégiens et lycéens participer à cet événement. Merci beaucoup, Cécile. On continue à découvrir l'Europe avec Édouard Pfliblin. Ils n'auront pas l'âge de voter en juin prochain lors des prochaines élections européennes. Les lecteurs du livre d'Édouard Pfliblin, mais à n'en pas douter, ils le feront par la suite. Ceci étant l'Europe politique, l'Europe des institutions. Vous avez choisi de n'en parler qu'à la fin. Pourquoi? C'est pour pas effrayer, c'est justement pour casser un peu l'image de l'Europe, du Volapük et de l'Europe Moloch administratif? Non, pas exactement. Mon livre, d'abord, c'est une invitation au voyage. Une invitation au voyage à vraiment s'inviter à visiter ces 27 pays. Et d'ailleurs, le livre, on peut le prendre pas forcément du début à la fin. On peut piocher, prendre la Slovénie tout d'un coup, la Belgique, Chypre, etc. À chaque fois, ce sont des chapitres très, très courts avec beaucoup d'informations. Voilà, donc c'est d'abord cette invitation au voyage, une invitation à connaître cette Europe des États-nations, des États membres aussi, parce que je pense qu'elle est méconnue à tort, et donc montrer aussi les belles réalisations qu'elle a faites, mais les réalisations aussi historiques, patrimoniales, culturelles, gastronomiques, comme vous le disiez. Mais je voulais quand même insister à la fin sur le fait qu'il y a quand même une histoire commune aussi assez récente, depuis 1950, et que cette histoire, c'est aussi une progression. Quoi qu'on en dise, il y a une nette progression, et d'ailleurs l'Europe ne cesse de s'élargir. On parle de l'Ukraine. Par exemple, la zone euro, maintenant, c'est ouverte à la Croatie en janvier. 20e État membre de la zone euro. À pratiquer notre monnaie commune. L'Ukraine, vous la signalez dans votre dédicace d'introduction. Apparemment, vous avez vous-même un lien fort avec ce pays. Voilà. Alors effectivement, oui, ma femme est d'origine ukrainienne, bien qu'elle soit naturalisée. C'est un exemple des migrations, dont on parlait. Effectivement, donc l'Ukraine, donc vous savez qu'elle est en guerre contre la Russie, et l'Union européenne s'est engagée à une adhésion à un terme qui est encore non fixé, mais en 2022, elle s'est engagée à lancer des négociations prochainement, à condition évidemment qu'elle remplisse les critères d'adhésion, notamment lutte contre la corruption. Mais on a vu ce à quoi s'emploie le président Zelensky en ce moment même pendant la guerre. Exactement. Il a limogé un certain nombre de hauts responsables, le dernier en date étant le ministre de la Défense. Un oligarque aussi très connu, comme Lomowskoy, ce qu'il faut oser faire en pleine guerre, quand même. Il faut oser faire. Le ministre de la Défense. Donc l'Ukraine a clairement vocation à entrer dans l'Union européenne. Ça prendra effectivement un certain temps, mais c'est un pays. Moi, je suis allé là-bas. Et d'ailleurs, je le mentionne dans le chapitre sur la Roumanie. Absolument. En disant que quand on arrive dans le delta du Danube, on aperçoit au large, enfin, pas très loin, l'Ukraine, parce que c'est complètement plat cet endroit-là. Et le delta du Danube, c'est effectivement un autre élément environnemental très important, avec une faune incroyable. Et alors sur l'environnement justement, pardon je vous coupe, mais c'est pour vous redonner la parole sur ce sujet-là, finalement, grâce au coin vert qui s'est encadré à la fin de chaque pays, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Alors je ne dis pas que tout à fait. Alors, tout est idéal, mais quand même, beaucoup de pays sont fortement engagés. On s'aperçoit que tous les pays quasiment sont engagés. Par exemple, en matière de recyclage, la Suède recycle à 99% ses déchets. Elle recycle tellement qu'elle importe maintenant des déchets de l'étranger pour faire fonctionner ses incinérateurs. Donc c'est complètement fou, quoi. C'est complètement fou. Mais l'Italie, si on va au sud, recycle énormément. C'est pas moins que le Danemark. À 75-80%. Bon, par exemple, la plus grande centrale solaire du monde, elle est au Portugal, dans le sud du Portugal. Les éoliennes au nord. Les éoliennes, effectivement, un peu au nord, notamment au Danemark, qui lui est très très en avance en matière de renouvelables. En Irlande, il y a un énorme déficit d'arbres parce que la couverture forestière représente à peu près 10% du territoire pour des raisons historiques, d'utilisation économique. Et ils ont un programme d'ici à 2040 de planter à peu près 440 millions d'arbres.
Oui, chaque pays, effectivement, la France aussi est lancée à son rythme, mais elle est quand même lancée. Moi, je suis assez positif. Je pense qu'il y a on en ressort quand même raisonnablement optimiste. Voilà, une dynamique collective. Voilà. L'objectif, c'est de donner une vision collective dynamique. Et voilà. Comme votre grand-père vous l'avez suggéré, vous l'avez demandé. Les guerres, et ce sera ma dernière question, vous en parlez assez peu, un petit peu de la seconde. Oui. Les régimes politiques qu'on a pu connaître, la Grèce des colonels, l'Espagne de Franco, le Portugal de Salazar, dans le meilleur des cas, c'est mentionné, voire pas, c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Bon, il y a énormément d'ouvrages beaucoup plus compétents que moi qui ont été faits là-dessus. Moi, je vous dis, c'est vraiment une invitation au voyage, une invitation à connaître ces pays, et c'est très bien illustré par une autrice de BD, Marion Laurent. Ça a été très bien édité par Nicolas Kirizet-Topor, mon éditeur chez Gallimard, sous la houlette de la directrice de collection, Colline Fort-Poiré. Mais tout le monde est cité. On va pouvoir prendre le cours particulier. Non, il fallait parce que honnêtement, ce sont des gens de très grande qualité. Donc... Absolument. Et pardon, Marion Laurent, de ne pas l'avoir cité, parce qu'effectivement, tout ça range les idées. Le début, ce livre extrêmement chatoyant, extrêmement agréable à lire. L'Europe qui se construit vraiment avec les voyages. On dit souvent que Erasmus a au moins fait autant pour l'esprit européen que l'euro. Voilà. Et le pass Interrail, c'est quand même quelque chose de chouette aussi. Vous restez avec nous. On va aller carrément plus loin de Zimbabwe. Cécile, vous cédez votre place à Marie? Avec plaisir. C'est super sympa. À demain. À demain. Cours particulier. Et s'il y a bien une rubrique dans laquelle on voyage dans cette émission, c'est le cours particulier de Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On voyage dans des dispositifs pédagogiques, souvent dans le temps, parfois dans l'espace. Aujourd'hui, dans l'espace, direction le Zimbabwe. Vous avez trouvé un projet pour que les filles puissent se rendre à l'école plus sereinement. Exactement. Le Zimbabwe, c'est un pays d'Afrique australe, au nord de l'Afrique du Sud. Il compte 16 millions d'habitants, dont 7 millions ont moins de 14 ans, imaginez. Donc le taux de scolarité est assez élevé, 95%, mais il reste de grandes disparités entre les garçons et les filles, les zones urbaines et les zones rurales. Et justement, c'est vers les zones rurales et les filles des zones rurales que se dirige ce programme. Exactement. En fait, post-pandémie, il y a une baisse significative de la scolarisation des filles dans le pays. Ce n'est pas le seul pays, ça a été le cas. Oui, pas seulement. L'UNESCO a alerté beaucoup là-dessus. Oui, tout à fait. Et dans le district de Manicaland, dans l'est du pays, un projet a été mis en place par le gouvernement avec le soutien de l'ONG CARE. Le but, c'est de soutenir les familles et de faire revenir ces jeunes filles à l'école par 3 champs d'action. D'abord, des bourses pour les familles pour qu'elles puissent vivre plus sereinement, des kits d'hygiène mensuelle pour les jeunes filles et enfin des interventions WASH dans les écoles. WASH, ça veut dire comme laver en anglais, c'est ça? Exactement. Et en fait, c'est le programme, le terme consacré, donc WASH, consacré à l'international pour désigner l'accès à l'eau potable, à des sanitaires et à de bonnes conditions d'hygiène en général. Ça a toute son importance dans les écoles parce qu'en fait, il y a certains foyers qui n'ont pas accès à l'eau potable et notamment dans le district du Manicaland au Zimbabwe, qui est un des districts les plus pauvres du pays. Et oui, on a repéré que c'était, que si on voulait améliorer la scolarisation dans un certain nombre de pays, il valait mieux installer des toilettes et un petit peu d'hygiène de ce point de vue-là, plutôt que de faire tous les programmes de formation des enseignants. Enfin, l'idée étant de faire les deux. Concrètement, ces interventions WASH? Alors, l'idée, c'est de faire en sorte que les enfants aient accès à l'eau potable, mais aussi de les sensibiliser, et les adultes aussi, aux gestes d'hygiène, surtout après la pandémie. Donc à Bouéra, dans le district de Manicaland, il y avait aussi des comprimés de chlore qui ont été distribués aux élèves pour purifier l'eau qui n'est pas toujours potable. Et ça incite les filles à revenir plus à l'école, mais pas seulement. Pas seulement, ça ne suffit pas, mais comme je vous le disais, il y a aussi d'autres dimensions. Par exemple, la remise aux filles d'un kit d'hygiène menstruelle, comprenant des serviettes hygiéniques, des sous-vêtements, des masques, du désinfectant, du savon et une serviette. Et ça a joué un gros rôle. On n'imagine pas forcément ça ici, mais en fait, ça empêche, les règles peuvent empêcher les filles tout simplement d'aller à l'école, donc si elles n'ont pas les protections adéquates. Et alors, ce programme soutient les filles, mais également les familles de ces enfants? Oui. Parce qu'en fait, ce qui peut empêcher les filles aussi, comme les garçons, de ne pas aller à l'école, c'est le manque de moyens. Donc, par exemple, Mavis, qui vit dans le district, est mère de 7 enfants et son mari est handicapé. Donc, c'est vraiment la seule à gagner sa vie pour faire vivre la famille finalement. Ouais. Et elle a reçu une bourse de l'ONG de $210 pour compléter ses fins de mois et d'autres bourses pour investir dans des projets, donc par exemple l'élevage. Et le but à long terme, c'est vraiment de soutenir ces familles pour que les filles puissent aller à l'école sereinement. Et donc les filles de Mavis, elles y sont retournées? Oui, elles ont pu y retourner grâce à ce complément de revenus et aussi grâce aux kits sanitaires qui leur ont été fournis. Elles disent qu'elles ont retrouvé confiance en elles, mais surtout qu'elles ne louent plus l'école pour aider leurs parents à travailler ou à gagner de l'argent, notamment justement pour s'acheter des produits d'hygiène. Donc en conclusion, un projet pilote du gouvernement du Zimbabwe qui marche.
qui fonctionne. Ça s'est déroulé l'année dernière, 2021-2022. Et la conseillère d'orientation du district, elle explique que le programme a bien fonctionné, puisque les kits d'hygiène mensuelle, par exemple, seulement ont permis d'accroître de 30% la présence des filles à l'école. Donc c'est quand même significatif. Et Nettie, donc cette conseillère d'orientation, trouve aussi que les filles ont plus confiance en elles sont plus optimistes sur leur avenir. Et quant à la poursuite de leurs études, avec les bourses qu'elles ont reçues par leurs parents, elles ont aussi pu se procurer des uniformes qui permettent aussi d'avoir une meilleure expérience à l'école. Oui, les pays où ça fait un petit peu moins de débat qu'ici. Hein. Donc financièrement, on lève certaines barrières sanitaires ou financières et on améliore ainsi l'accès à l'éducation. Exactement. C'est un bon exemple. Tout à fait, très bon exemple. De ce qu'on pourrait mettre en place à l'échelle de plein de pays. Merci beaucoup. Merci. Il y a la formation des professeurs qui en général sont relativement peu qualifiés, qui reste un autre dossier dont on reparlera peut-être. Merci beaucoup Marie. Édouard Flimelin, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Lisez, regardez beaucoup. Je vous le feuillette vite fait là pour la fin. Regardez, zou. Regardez comme ça, plein de couleurs et plein d'entrées différentes. Pour les enfants, j'ai dit années collège parce que Giboulé c'est les années collège, mais dès le CM2 ça peut fonctionner. Oui, voilà. Et sans limite d'âge supérieur. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission au maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission et qui en régie est assistée par Emma Frari, Thibaut Goury-Lafont pour le son et l'histoire et pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.